1937, l'Amérique vient de traverser la plus grande crise économique de son histoire. Elle en sort meurtrie et son administration doit gérer les 27 millions de dossiers de ses chômeurs. La carte perforée règne en maître sur tous les bureaux et IBM fait un malheur avec son matériel électromécanique. À l'époque, on ne parlait pas encore d'informatique, c'était de la mécanographie et les machines ont pour nom perforatrice, tabulatrice et trieuse. 1943, la planète vibre encore sous les bombardements. Deux mathématiciens du Massachusetts Institute of Technology, Prosper Eckert et John Mauchly, mettent au point un énorme calculateur pour résoudre les problèmes de trajectographie des canons de l'armée américaine. C'est l'ENIAC, un monstre de 10 tonnes qui nécessiterait aujourd'hui la surface de 4 appartements. Avec ses 18 000 tubes, il était capable d'effectuer 40 000 additions par seconde. Hier, un record, aujourd'hui, une dérision. 1951, l'armée s'efface devant le business. Du monstre de laboratoire naît en effet un engin plus civilisé, le Whirlwind, que l'on propose à la vente. Mais le monstre étonne, fascine, et on l'exhibe dans les shows TV. On lui fait par exemple calculer en direct, devinez quoi, des intérêts. Combien m'aurait rapporté, demande le journaliste, 24 $ placés à 6% depuis 1626. Réponse instantanée, plus de 4 millions de dollars. 1960, Maurice Wilks a eu la géniale idée d'écrire, une bonne fois pour toutes, des morceaux de programme. Une révolution, car jusqu'à présent, à chaque fois qu'on utilisait un calculateur, il fallait tout reprendre depuis le début. Après la carte perforée, la bande perforée. C'est à cette époque que John Mauchly et Prosper Eckert fondent la première entreprise commerciale de calculateurs électroniques, Univac. Les banques, les premières, ont compris tout le parti qu'elles pouvaient tirer de ces étonnantes machines pour gérer des milliers de chèques. Et notamment les rentes des veuves de guerre. C'est également à cette époque que l'on tente d'apprivoiser la machine en dialoguant avec elle en direct au moyen d'un light pen, un crayon lumineux. Mais 13 ans plus tôt, en 1947, une découverte alors passée inaperçue allait bouleverser le monde des calculateurs, l'invention du transistor par 3 physiciens des laboratoires Bell, William Shockley, John Bardeen, Walter Brittain. 50 fois plus petits que les lampes à vide, les morceaux de germanium allaient faire basculer dans la simplicité et la miniaturisation toute une industrie. Et dès 1959, IBM sort le premier ordinateur entièrement transistorisé, le 1401. Et les choses s'accélèrent. De l'autre côté des États-Unis, en Californie, chez Fairchild, un jeune docteur S-Sciences de 27 ans, Robert Noyce, propose le premier circuit intégré. Mais c'est la course à l'espace qui allait accélérer la naissance de la micro-informatique. Nous sommes en 1961, les Russes triomphent avec un homme en lançant Gagarine autour de la Terre. L'Amérique est ridiculisée, John Kennedy lance son défi à la Lune. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Et c'était parti pour 8 ans de recherche et de développement. Pour décrocher la Lune, il fallait en effet des calculateurs petits, performants, résistant aux vibrations et à la chaleur. Bref, l'Amérique a mis la puce sur orbite et l'informatique devenait synonyme de progrès. 1964, IBM lance sa série 360 et révolutionne l'informatique avec des machines modulaires. Tandis que Digital, avec ses mini, sort l'ordinateur de ses salles climatisées pour le mettre chez l'utilisateur. À côté des mini, il y a les gros, les très gros, avec les CDC 6600 de contrôle data. On parle déjà de 350 000 opérations par seconde.
Mais la deuxième révolution de l'informatique est en train de naître ici, à Palo Alto, au centre de recherche Xerox. Ici, on imagine l'ordinateur du futur. Et devant une assemblée de spécialistes médusés, Douglas Engelbart fait une démonstration de commande de la machine, non plus par le clavier, mais avec un curieux appareil en forme de souris. C'est tellement simple qu'on se demande pourquoi ne pas y avoir pensé plus tôt. Il suffit de désigner l'objet. Et cette révolution va de pair avec celle du graphisme sur l'écran, où les fonctions sont représentées par des symboles, les icônes. Souris plus icône, il ne manque que le microprocesseur pour faire exploser l'informatique. 1971. À cette époque, on faisait déjà des circuits de plus en plus intégrés. Mais ce n'étaient pas encore des microprocesseurs. C'est à Ted Hoff, un jeune ingénieur de chez Intel, qu'en revint le mérite. À partir de là, tous les ingrédients étaient réunis pour le développement du micro-ordinateur. Et 2 ans plus tard, il voit le jour en France dans la société R2E, dirigée par André Truong. Effectivement, c'est vraiment le premier micro-ordinateur puisqu'il a été présenté au public en 1973. Comme vous pouvez le voir, c'était des cartes comme ceci. Sur celle-là, d'ailleurs, on avait une capacité de 2 kilooctets. On rentrait les informations par les clés. Ici, vous en avez quelques-unes, ici. Et les cartes s'enfichaient dans un bac. Un an plus tard, une revue américaine propose tout simplement le micro-ordinateur en kit à monter soi-même, de quoi faire vaciller toutes les bases de l'informatique de grand-papa. D'un côté, il y a les bricoleurs de génie, de l'autre, les industriels qui ont pour nom Tandy, Apple et autres Commodore. Le micro-ordinateur descend en dessous du seuil fatidique de 1 000 $. Autre bricoleur de génie, Clive Sinclair, qui met la micro à la portée des écoles avec son ZX80. Un lecteur de cassette pour mémoire et le téléviseur pour écran d'affichage. On ne peut pas faire plus simple. Restait à donner une dimension mondiale à la révolution en cours. C'est Big Blue, IBM, qui l'a fait en lançant en 1981 son PC. For smoother scheduling, better planning, and greater productivity. It can help a manager excel and become a... L'ère des pionniers était terminée, l'ère industrielle avec ses standards commençait. Mais il manquait encore au PC, c'est ainsi qu'on l'appelait, une touche de convivialité pour en faire un objet de la vie courante à la portée des enfants, ne nécessitant aucune formation préalable. C'est Apple qui fait le saut avec son génial Macintosh.